Bonjour, un conte des frères Grimm, le maître Filou. Un jour, devant une pauvre maison, se trouvaient assis un vieillard et sa femme, se reposant un peu de leur dur labeur. Tout à coup arriva un magnifique carrosse attelé de 4 chevaux noirs. Un seigneur richement vêtu en descendit. Le paysan se leva et alla au-devant de lui pour lui demander ce qu'il désirait et en quoi il pouvait lui être utile. L'étranger tendit la main au vieillard et répondit « Mon seul désir est de savourer un plat du pays. Préparez-moi des pommes de terre, comme vous avez coutume d'en manger. Je prendrai place à votre table et partagerai votre repas avec plaisir. » Le paysan sourit en disant « Vous êtes un comte ou un prince, peut-être même un duc. Les grands seigneurs éprouvent parfois de telles envies, mais votre souhait sera satisfait. » La femme se rendit à la cuisine où elle se mit à laver et à râper des pommes de terre pour en faire des boulettes, comme les paysans ont l'habitude d'en manger. Tandis qu'elle était ainsi occupée, le vieillard dit à l'inconnu « Venez un instant avec moi dans mon jardin où j'ai encore quelque chose à faire. » Il avait creusé des trous dans le jardin et il voulait y planter des arbres. « N'avez-vous pas d'enfant qui puisse vous aider dans votre travail ?» lui demanda l'étranger. « Non, répondit-il, j'avais un fils, il est vrai, mais il parcourt le monde depuis longtemps déjà. C'était un enfant vicieux, rusé et malin, mais il ne voulait rien apprendre et ne faisait que de mauvais tours. Il finit par s'enfuir de la maison et depuis, je n'en ai plus jamais entendu parler. » Et prenant un arbuste, le paysan le plaça dans un trou et enfonça un pieu à côté. Puis, après avoir comblé le trou avec de la terre, qu'il tassa à fond, il attacha solidement le tronc au piquet à l'aide de liens de paille disposés l'un en haut, l'autre au milieu et le troisième en bas. « Mais dites-moi, demanda l'inconnu, pourquoi ne liez-vous pas ainsi à un pieu l'arbre coupé et noueux qui est là dans le coin et qui s'incline presque jusqu'au sol? Ne pourriez-vous le redresser ?»« Monseigneur, répliqua le vieillard, vous en parlez à votre aise. On voit bien que le jardinage n'est pas votre affaire. Cet arbre est vieux et rabougri, et personne ne peut plus le redresser. Il eût fallu s'y prendre quand il était encore jeune. »« Il en est de même de votre fils, dit l'étranger. Si vous l'aviez dressé quand il était petit, il ne vous aurait pas quitté. Maintenant, il est endurci et noueux lui aussi. »« C'est vrai, poursuivit le paysan, il y a déjà longtemps qu'il est parti. Il doit être changé. »« Le reconnaîtriez-vous s'il se présentait à vos yeux ?» demanda l'inconnu. « De visage, difficilement, répondit le vieux, mais il porte un signe distinctif sur l'épaule, une marque de naissance qui ressemble à un haricot. » À ce moment, l'inconnu ôta son pourpoint, et découvrant son épaule, il montra au paysan le haricot. « Ciel !» s'écria le vieillard, « tu es vraiment mon fils ?» Et il sentit l'amour paternel se réveiller en son cœur. « Mais, ajouta-t-il, comment peux-tu être mon fils, toi qui es maintenant un grand seigneur, riche et opulent? Par quels moyens es-tu parvenu à cette situation ?»« Ah, mon père, répondit le fils, l'arbuste n'a pas été attaché à un piquet, de sorte qu'il est devenu tortueux. Maintenant il est trop vieux pour qu'on puisse le redresser. Vous demandez comment j'ai acquis tout cela? Je suis devenu un maître filou. Pour moi, il n'existe ni serrure ni verrou. Tout ce dont j'ai envie m'appartient. Ne croyez pas que je vole comme un vulgaire escroc. Je ne prends aux riches que leur superflu. Les gens pauvres sont tranquilles. Je préfère leur donner que de leur dérober quelque chose. D'ailleurs, ce que je puis me procurer sans peine, sans ruse et sans adresse, je m'abstiens d'y toucher. »« Ah, mon fils, s'écria le père, cela ne me plaît pas. Un voleur reste toujours un voleur. Tout cela finira mal, je te l'assure. » Et sur ce, il le mena à sa mère. En apprenant qu'elle avait son fils devant elle, celle-ci versa des larmes de joie. Mais quand elle sut qu'il était devenu un voleur, elle pleura à torrents. À la fin, elle dit « Bien qu'il soit un filou, c'est pourtant notre fils. » Et mes yeux l'auront revu encore une fois. Tous trois se mirent à table et le jeune homme mangea une fois encore avec ses parents les mauvais aliments auxquels il n'avait pas goûté depuis longtemps. « Si notre maître, le comte qui habite le château, apprend qui tu es et ce que tu fais, dit le père, il ne te prendra pas dans ses bras pour te bercer comme jadis, lorsqu'il te portait sur les fonds baptismaux. Il t'enverra plutôt te balancer à la potence. »« Soyez tranquille, mon père, répondit le filou. Il ne me fera pas de mal, car je connais mon métier. Je vais aller le trouver aujourd'hui même. » À l'approche du soir, le maître filou monta dans sa voiture et se rendit au château. Croyant avoir affaire à un personnage important, le comte lui fit un aimable accueil. Mais quand l'étranger lui dit qui il était, il pâlit et demeura quelque temps silencieux.
Tu es mon filleul, dit-il enfin, c'est pourquoi je veux te faire grâce et te témoigner de l'indulgence. Puisque tu te vantes d'être un maître filou, je vais mettre ta science à l'épreuve. Mais si tu ne te tires pas d'affaire, tu épouseras la fille du cordier, et les croassements des corbeaux te serviront de musique. Comte, répondit le maître, imaginez 3 vols aussi difficiles que vous le voudrez, et si je n'accomplis pas ma tâche, traitez-moi comme il vous plaira. Après avoir réfléchi quelques instants, le comte poursuivit. Eh bien, en premier lieu, il faut que tu me dérobes mon cheval dans l'écurie. En second lieu, quand nous serons endormis, ma femme et moi, tu t'empareras à notre insu du drap de lit sur lequel nous serons couchés. Et de plus, tu prendras l'alliance que la comtesse porte au doigt. Enfin, tu captureras le curé et le bedeau dans l'église. Note bien tout cela, car il y va de ta tête. Le maître Filou se rendit à la ville voisine où il acheta les habits d'une vieille paysanne. Il s'en vêtit, puis il se teignit le visage en brun, et y dessina des rides, si bien que personne n'aurait pu le reconnaître. Enfin, il remplit un tonnelet de vieux vin de Hongrie qu'il additionna d'un puissant soporifique. Cela fait, il plaça le tonnelet dans une hotte qu'il chargea sur son dos, puis il s'enfuit lentement vers le château du comte. Il y parvint à la nuit tombante. Après s'être assis sur une pierre dans la cour, il se mit à tousser comme une vieille asthmatique et se frotta les mains comme s'il avait froid. Devant la porte de l'écurie, des soldats étaient couchés autour du feu. L'un d'eux remarqua la femme et lui cria « Hé, bonne vieille, approche donc et chauffe-toi près de nous. Tu n'as certainement pas de gîte et tu te couches là où tu te trouves. » La femme s'avança à petits pas, puis elle demanda qu'on voulût bien la décharger de sa hotte et s'assit près du feu. « Qu'as-tu dans ton petit tonneau, vieille carcasse ?» interrogea l'un des soldats. « Une bonne gorgée de vin, répondit-elle. Je fais du commerce pour vivre, et moyennant un peu d'argent et quelques bonnes paroles, je vous offrirai volontiers un verre de vin. »« Donne vite, s'écria l'autre. Et quand il eut vidé son verre, il ajouta. Quand le vin est bon, j'en rebois avec plaisir. Il s'en fit donc servir de nouveau, et les autres suivirent son exemple. Holà, camarades, s'écria l'un d'eux à ceux qui se trouvaient dans l'écurie. Il y a ici une bonne vieille qui a du vin aussi âgé qu'elle. Buvez-en un coup, il vous réchauffera l'estomac encore mieux que notre feu. La femme porta son tonnelet dans l'écurie. L'un des soldats était monté sur le cheval tout harnaché. Un autre avait la bride en main. Un troisième tenait la queue de l'animal. La vieille leur versa autant de vin qu'ils lui en demandèrent, jusqu'à épuisement du tonnelet. Il ne fallut pas longtemps pour que la bride échappât de la main de celui qui la tenait. L'homme tomba sur le sol et se mit à ronfler. Le second lâcha la queue du cheval, se coucha et ronfla encore plus fort. Quant à celui qui était en selle, il y demeura, il est vrai, mais il inclina la tête jusqu'au cou de sa monture. Puis il s'endormit et fit entendre un ronflement plus bruyant que le vent d'un souffle de forge. Dehors, les soldats dormaient depuis longtemps déjà. Étendus à terre, ils ne bougeaient pas plus que des pierres. Lorsque le maître Filou vit son succès, il mit une corde dans la main de l'homme qui tenait auparavant la bride et un bouchon de paille dans celle du soldat qui tenait la queue. Mais que faire de celui qui était monté sur le dos du cheval ? Il ne pouvait le jeter à terre, car l'homme se serait éveillé et aurait sans doute poussé des cris. Il sut se tirer d'embarras. Après avoir débouclé la sangle, il attacha solidement à la selle 2 cordes suspendues à des anneaux contre le mur et tira en l'air le cavalier endormi. Puis il enroula les cordes autour des poteaux et les noua avec force. Il eut bientôt libéré le cheval de sa chaîne. Mais s'il l'avait conduit sur les pavés de la cour, on aurait entendu le bruit dans le château. Aussi lui enveloppa-t-il d'abord les sabots dans de vieux chiffons, puis l'ayant fait sortir avec précaution, il sauta en selle et s'enfuit. Au lever du jour, le maître Filou enfourcha le cheval volé et se rendit au château. Le comte qui venait de se lever regardait par la fenêtre. « Bonjour, comte, lui cria l'autre. Voici le cheval dont j'ai réussi à m'emparer dans l'écurie. Voyez donc comme vos soldats sont bien endormis sur le pavé, et si vous voulez vous donner la peine d'entrer dans l'écurie, vous remarquerez que vos sentinelles se sont mises à leur aise. » Le comte fut obligé de rire, mais il dit ensuite « Tu as réussi une fois, mais maintenant tu n'auras pas autant de succès, et je te préviens que si je te surprends à voler, je te traiterai comme un coquin. » Quand la comtesse se fut mise au lit, elle serra avec force la main qui portait son alliance. Quant à son mari, il lui dit « Toutes les portes sont fermées et verrouillées. Je veille en attendant le voleur, et s'il grimpe jusqu'à la fenêtre, je l'abats d'un coup de feu. » Cependant, le maître Filou profita des ténèbres pour se rendre au gibet. Il coupa la corde à laquelle un pauvre diable était pendu et porta ce dernier sur son dos jusqu'au château. Il dressa alors une échelle contre le mur de la chambre à coucher,
et les épaules chargées du cadavre, il se mit à grimper. Quand il fut parvenu assez haut pour que la tête du pendu apparaisse à la fenêtre, le comte qui guettait de son lit déchargea sur elle son pistolet. Aussitôt le maître Filou laissa tomber son fardeau, puis il sauta rapidement en bas de l'échelle et se cacha dans un coin. La nuit était si claire qu'il vit distinctement le comte passer par la fenêtre, emprunter l'échelle pour descendre, et transporter enfin le cadavre dans le jardin où il se mit à creuser un trou pour l'enterrer. Voilà le moment le plus propice, se dit le voleur. Et sortant prestement de son coin, il gravit l'échelle et pénétra directement dans la chambre où se trouvait la comtesse. « Ma chère femme, dit-il en contrefaisant la voix du comte, le coquin est mort. Mais il est plus fripon que scélérat, et de plus, c'est mon filleul. Aussi veux-je lui éviter la honte publique, d'ailleurs j'ai pitié de ses parents. Je vais donc l'enterrer moi-même dans le jardin, avant le lever du jour, afin que l'affaire ne s'ébruite pas. Donne-moi le drap de lit, je l'en envelopperai et l'enfouirai dans la terre comme un chien. » La comtesse lui remit le drap. « Sais-tu, poursuivit le voleur, j'ai envie de me montrer généreux. Donne-moi ton alliance, c'est pour la voir que le misérable a risqué sa vie, il peut bien l'emporter dans la tombe. » Ne voulant pas s'opposer au désir de son mari, elle ôta à regret l'anneau de son doigt et le lui tendit. Le filou prit son butin et parvint chez lui sans encombre, et avant que le comte ait terminé son travail de fossoyeur. Quelle ne fut pas la stupeur du comte le matin quand il vit arriver le maître Filou qui lui apportait le drap de lit et l'alliance. « Serais-tu sorcier ?» lui demanda-t-il. « Qui t'a enlevé de la tombe où je t'ai déposé moi-même cette nuit, et qui t'a ressuscité ?»« Ce n'est pas moi que vous avez enterré, répondit le voleur, c'est un pauvre diable de pendu. » Et il lui raconta toute l'affaire. Le comte dut lui concéder qu'il était un fripon aussi intelligent que rusé. « Mais tu n'as pas encore fini, ajouta-t-il. Tu as encore une troisième question à résoudre, et si tu n'y parviens pas, tout le reste te sera inutile. » L'autre sourit sans répondre. Quand la nuit fut arrivée, il se rendit à l'église. Il portait un grand sac sur ses épaules, un paquet sous le bras et une lanterne à la main. Dans le sac, il y avait des écrevisses et dans le paquet des petites bougies. Il s'assit dans le cimetière, sortit une écrevisse de son sac et lui fixa une bougie sur le dos. Puis après avoir allumé cette dernière, il posa l'animal sur le sol où il le laissa se déplacer. Cela fait, il sortit une seconde écrevisse qu'il équipa comme la première, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il eût vidé son sac. Il se vêtit alors d'un long habit noir semblable à une robe de moine et se colla sur le menton une barbe grise. Quand il fut tout à fait méconnaissable, il prit son sac et après être entré dans l'église, il monta dans la chaire. L'horloge du clocher sonna minuit. Dès que le dernier coup de cloche eut retenti, notre homme s'écria d'une voix tonitruante. « Écoutez, pécheurs, la fin du monde est imminente. Le jugement dernier vous attend. Entendez ma voix, écoutez-moi. Que celui qui veut aller au ciel avec moi pénètre dans mon sac. Je suis Saint Pierre qui ouvre et ferme la porte du paradis. Voyez les trépassés qui parcourent le cimetière pour rassembler leurs ossements. Venez, venez et entrez dans le sac, le monde est en train de périr. » Ces cris retentirent dans tout le village. Le curé et le bedeau, qui habitaient tout près de l'église, furent les premiers à les entendre. Et lorsqu'ils aperçurent les flammes qui circulaient dans le cimetière, ils comprirent qu'il y avait là quelque chose d'anormal, et entrèrent dans l'église. Ils écoutèrent un instant le sermon, puis le sacristain dit au prêtre en le poussant du coude. « Il ne serait pas mauvais pour nous de profiter de l'occasion et d'atteindre aussi facilement le ciel avant le jugement dernier. »« C'est vrai, répondit le curé, j'y ai songé, moi aussi. Si cela vous fait plaisir, nous allons nous mettre en route. »« Entendu, poursuivit le bedeau, mais comme vous avez le pas sur moi, je vous suivrai. » Le prêtre s'avança donc le premier et monta dans la chaire où le maître Filou ouvrit son sac. Le curé y entra d'abord et le sacristain imita son exemple. Aussitôt, le coquin lia le sac solidement, puis le saisissant par le bourrelet, il le traîna jusqu'en bas de l'escalier. Chaque fois que la tête des deux insensés heurtait les marches, il s'écriait « Maintenant, nous franchissons les montagnes. » Il leur fit traverser le village de la même façon, et quand il les traînait dans un endroit boueux, il leur disait « Nous traversons déjà les nuages, l'humidité se fait sentir. » Enfin, lorsqu'il leur fit gravir l'escalier du château, il s'écria « Maintenant, nous sommes sur l'escalier du paradis, et nous arriverons bientôt sous le porche. » Parvenu en haut du perron, il poussa le sac dans le pigeonnier, et comme les pigeons voltigeaient, il demanda aux prisonniers « Entendez-vous les anges qui se réjouissent et agitent leurs ailes ?» Puis il poussa le verrou et s'en alla. Le matin, il se rendit près du comte et lui apprit qu'il avait résolu le troisième problème et capturé le curé et le bedeau dans l'église. « Où sont-ils » demanda le comte.
Ils sont dans un sac que j'ai enfermé dans le pigeonnier, et s'imaginent qu'ils se trouvent au paradis, répliqua l'autre. Le comte alla lui-même au pigeonnier, où il reconnut la véracité de ses paroles. Après avoir délivré le prêtre et le sacristain, il se tourna vers le fripon et lui dit « Tu es un filou et tu as gagné ta cause. Je te laisse la vie sauve pour cette fois, mais quitte mon territoire au plus vite, car si jamais je t'y retrouve, tu peux être certain que tu seras pendu haut et court. » Le maître filou dit adieu à ses parents et se remit à parcourir le monde. Et depuis lors, personne n'a entendu parler de lui.